comme on vivait il y a 300 ans, ou presque. S'ils ont leurs racines en Europe, ils sont surtout présents aux États-Unis et forment une communauté religieuse. Une communauté que ses membres épousent par le baptême à l'âge adulte, faisant ainsi le choix de mener une vie simple, ordonnée, paisible et austère, à l'écart du progrès technologique. On les reconnaît à leurs vêtements d'un autre temps, leur couvre-chef et leur longue barbe. Rencontrer les Amish, c'est faire un voyage dans le passé. Je m'appelle Ines Slaybo. Je suis marié à Martha Miller, enfin Slaybo maintenant. Nous avons 7 enfants. Nous sommes des Amish de l'ancien ordre et nous vivons dans une ferme de 38 hectares. Nous essayons de rester au plus loin des nouvelles technologies. À haute dose, elles n'apportent que des problèmes. Alors moins on y recourt, mieux c'est. Inès, tout juste quarantenaire, est fermier et maréchal ferrant. Ses enfants ont entre 5 et 15 ans. Les Slaybo vivent à Middlefield, un village du comté de Jagger, dans l'Ohio. Dans l'ancien ordre Amish, on se sert beaucoup des chevaux. On n'utilise pas de véhicules automobiles ni de tracteurs. Les chevaux font partie de notre mode de vie depuis longtemps. Mon père m'a appris à les attacher par 3 quand j'étais enfant, pour les faire avancer de front devant la charrue. Il est 5h30 du matin. Les 2 fils aînés d'Inès, Marcus, 12 ans, et Myron, 9 ans, aident leur père à l'écurie avant d'aller à l'école. On nourrit les chevaux, on les harnache et on emporte les semences. Une vie à l'ancienne, sans voiture, ni télévision ou ordinateur. Pour l'électricité, ils utilisent des batteries alimentées par des générateurs. Inès possède 21 chevaux qu'il loue pour les travaux de ferme et les déplacements en calèche. Son exploitation agricole lui assure également quelques revenus. Et il travaille aussi comme maréchal ferrant. Je fais pousser le fourrage pour mes animaux moi-même. Ça m'évite de l'acheter. Et ça me fait économiser $3 000 par mois. C'est comme si je gagnais $36 000 par an. Ça vaut vraiment le coup. Des économies que Marcus et Myron l'aident à réaliser. Ça fait partie de leur tâche matinale. Ils se lèvent tôt pour nourrir les bêtes, avant de se préparer pour aller à l'école. Et ils s'y recollent quand ils rentrent. L'école, située à 3 km, commence à 8h30. On leur apprend très tôt le respect et les bonnes manières, pour qu'ils les intègrent bien et durablement. Ce qu'on inculque aux enfants tout petits, ça les accompagne toute leur vie. Ces valeurs, les écoles Amish contribuent à les leur enseigner. Il y en a 350 dans l'Ohio. Ce sont des établissements privés que les membres de la communauté gèrent eux-mêmes et financent à travers des impôts locaux consacrés à l'éducation. La sélection des manuels scolaires et le choix des enseignants sont également entre leurs mains. Les chants qui entonnent en chœur les enfants de 5 à 14 ans réunis en une même classe sont toujours religieux, la Bible tenant une place centrale dans l'enseignement.
Généralement, le matin, on récite le Notre Père et on chante des versets de la Bible. Après quoi, on travaille l'écriture, l'orthographe, l'arithmétique, le vocabulaire. Après le déjeuner, on fait de l'anglais, de la géographie. Et c'est à peu près tout. J'oubliais l'allemand en début de matinée. À 14 ans, après 8 ans d'école, l'éducation est considérée comme achevée. Qu'en est-il des enfants qui souhaiteraient continuer? Je ne sais pas. Je n'ai jamais entendu parler d'élèves amish qui auraient voulu devenir docteur ou pilote. Ici, les enfants aspirent à travailler comme ouvriers, menuisiers ou maçons. Ce genre de choses. Pour Kathleen Slebo, la priorité absolue, c'est la Bible. On y attache beaucoup d'importance. La principale raison pour laquelle on veut qu'ils viennent à l'école, c'est pour leur apprendre la Bible et leur parler de Dieu. Chez les Amish, il n'est nul besoin de faire de longues études pour devenir professeur. On commence comme assistant et au bout de 4 ans auprès d'un enseignant en titre, on le devient à son tour. Des cours privés sont dispensés en parallèle et des réunions organisées entre professeurs. L'occasion pour eux de partager leurs expériences. Comme dans toutes les écoles, le plus agréable, c'est la récréation. Quand sonne la fin des cours, la journée des enfants n'est pas finie pour autant. Quand on rentre à la maison, notre père ou notre mère nous donne des tâches à faire. Parfois, on peut jouer. En général, on n'a pas de devoirs. Les Amish entretiennent des traditions séculaires. John Gingerich, de père Amish et de mère américaine, les connaît bien. Il collecte toutes sortes de documents et de livres sur l'histoire Amish et a fondé cette bibliothèque à Middlefield il y a 9 ans avec d'autres membres de la communauté. Plus de 300 livres remplissent ses rayonnages. Nous avons ouvert cette bibliothèque en 2014 avec pour objectif de préserver l'histoire des Amish, tout particulièrement celle de cette communauté du nord-est de l'Ohio, mais aussi plus globalement celle de tous les Amish. Nous avons rassemblé de vieux ouvrages, des Bibles, des livres de prière, des vêtements aussi, et toutes sortes de documents et de lettres qui remontent pour certaines au XVIe siècle et qui, à eux tous, racontent l'histoire Amish. Nous avons par exemple une Bible de Zurich, imprimée en Suisse par l'imprimerie Froschauer en 1534. Il s'agit de l'un des premiers exemplaires imprimés de la Bible en allemand. Ces anciennes poupées cousues main, sans visage ni ornement, servaient de repoussoir à l'orgueil et à la vanité, vice fortement condamné par l'ancien ordre Amish. Les règles très strictes de celui-ci sont interprétées et appliquées avec plus ou moins de souplesse dans les différentes paroisses Amish. Mais un certain nombre de valeurs font l'unanimité dans l'ensemble du monde Amish et restent partout d'actualité. Le lien étroit avec la nature, l'utilisation des chevaux et l'exercice de métiers traditionnels. Dans cette menuiserie, on fabrique du mobilier pour cuisine et chambre à coucher. Ray Slebo emploie 13 salariés, tous Amish. Comme ceux-ci n'ont pas le droit de posséder un ordinateur, ils reçoivent leur contrat en version papier. Les machines dont ils se servent fonctionnent sur générateur ou batterie, ces technologies étant autorisées dans le cadre professionnel. On se modernise un peu plus que nos parents, je pense, oui. C'est le cas à chaque génération. Mais on essaye de conserver ce qui est important à nos yeux. Les chevaux et les buggy comme mode de transport, par exemple. Cela dit, pour le travail, on a aussi recours à des chauffeurs qui livrent nos produits et nous conduisent chez les clients pour prendre des mesures, etc. Ray fait partie de l'ancien ordre, mais au sein de celui-ci, chaque communauté est libre d'embrasser une dose plus ou moins forte de modernité.
toute proportion gardée bien sûr, et sans oublier les principes fondamentaux. L'Église et la famille passent toujours avant les affaires. Ou sont censés passer avant. Parfois, il faut se faire une piqûre de rappel. De par son métier, Ray se doit d'être joignable. Un téléphone avec répondeur est donc admis au sein de la communauté, à usage exclusivement professionnel. Il est donc installé dans un petit réduit en dehors de l'espace privé. Trop de technique nuit à la vie de famille. Souvent, le téléphone sonne pendant qu'on est en train de souper. Alors, je laisse courir. Et je rappelle après le dîner et la prière. Ray et Mary ont 9 enfants, âgés de 6 à 20 ans. L'aînée des filles vit encore avec eux à la ferme, avec son mari et leur enfant. Mon rôle est de m'occuper des enfants, de leurs vêtements, du ménage. C'est généralement le mari qui rapporte de l'argent pour nourrir la famille, en travaillant à l'extérieur. Comme tout ce qui figure noir sur blanc dans la Bible, cette répartition des rôles est acceptée sans réserve. En dessous de Dieu, il y a l'homme, puis la femme, et enfin les enfants. Entre eux, les Slaybaugh parlent l'allemand de Pennsylvanie, un dialecte du sud de l'Allemagne entremêlé de mots anglais. Nous disons Krummbeerenschälen pour éplucher les pommes de terre. D'habitude, je cuisine celles de mon jardin. Mais cette année, la récolte a été maigre. Alors j'ai dû en acheter quelques-unes. Généralement, je n'ai de temps pour moi qu'après avoir couché tous les enfants. Et 1 heure le matin, quand les plus âgés de mes 9 enfants partent travailler, et avant que les plus jeunes ne se lèvent pour aller à l'école. De 6 à 7. C'est mon heure normalement. Avant le repas de midi, Mary se dépêche de rentrer le linge. Avec 14 personnes dans la maisonnée, la mission lessive n'est pas des moindres. J'ai 6 machines à faire à chaque fois que je me mets à laver le linge. Avec les serviettes de toilette et tout ça. Habituellement, j'ai de quoi faire 5 machines rien qu'avec les couleurs foncées. Tous les jours. Non, tous les 2 jours. Lundi, mercredi et vendredi. Chez les Amish, on prie toujours avant de manger. Viande et purée de pommes de terre constituent la base de presque tous les repas. Produire soi-même ce dont la communauté a besoin pour se nourrir, telle est la devise des Amish encore aujourd'hui. Mais dans cette paroisse, seuls 7% des habitants réussissent à vivre en autosuffisance. Il est l'heure pour Ines de changer d'attelage. Les chevaux sont fatigués à force de travailler au soleil. Dans cette chaleur, ils doivent boire de l'eau. Je suis là pour conduire Inos et sa famille là où ils ont besoin d'aller. Quand c'est trop loin pour s'y rendre en buggy. Jim Rudoshill est le chauffeur de la famille Slaybaugh depuis 12 ans. Je n'aimerais pas vivre à la manière des Amish. Je suis trop habitué à mon style de vie. Mais je comprends pourquoi ils vivent comme ça. Et s'ils sont convaincus que c'est ce qu'ils doivent faire, qu'ils le fassent. Ça ne me pose aucun problème.
Rachel, qui a 15 ans, a fini l'école il y a 1 an et participe désormais à plein temps à la vie de la ferme. Elle s'occupe principalement des lessives et des chevaux. Je vais probablement me marier et devenir maman. Et j'aimerais travailler davantage avec les chevaux. La vie que je mène ici me plaît. Je ne voudrais pas vivre autrement. Oui, je suis heureuse comme ça. Chester Kurtz, un ami d'Ines, arrive à la ferme avec son cheval, Granny. Je suis là parce qu'Inès est le maréchal Ferrand qui s'occupe de mon cheval. Et là, Granny a grand besoin qu'on lui lime les sabots et qu'on lui mette de nouveaux fers. Chester habite à une dizaine de kilomètres. Il travaille comme maître d'œuvre et sous-traitant, et on fait appel à lui pour trouver des artisans. Le cheval ne sent rien. Regardez, il ne bronche pas. Chez les Amish, la relève est assurée dans tous les corps de métier. Celui de maréchal Ferrand est un débouché sûr, même en temps de crise, avec près de 8000 chevaux sur Middlefield et ses environs. Le métier n'intéresse pas les Américains. En dehors de la communauté Amish, j'entends. C'est du travail. Et travailler dur, ce n'est pas trop le truc de la nouvelle génération. Ces 5 dernières années, grosso modo, pas mal de jeunes Amish se sont lancés dans cette voie. Et ils font du bon boulot. Voilà Granny entièrement referrée. Un travail facturé 400 $. Chester repart aussitôt, car il doit aussi faire changer les roues de sa calèche. Près de 370 000 Amish vivent aux États-Unis. La plupart dans l'Indiana, dans l'Ohio et en Pennsylvanie, 3 États contigus du nord-est de la Confédération. On y compte plusieurs milliers de calèches appelées buggy. Les constructeurs et réparateurs de ces véhicules hippomobiles ne manquent donc pas de travail. Al Yoder a repris l'atelier de son grand-père. C'est lui que Chester va trouver pour remplacer les roues de son véhicule. Tu as prévu de faire ça cet après-midi? Oui, j'ai préparé les pneus. Plus qu'à les passer à la forge pour les chauffer. Autrefois, seules les roues en bois et acier étaient autorisées. Mais aujourd'hui, la plupart des Amish apprécient le confort de roues dotées de pneus en caoutchouc. Les règles de l'ordre ont évolué ces 10 dernières années. Oui, et pas seulement pour les buggy. Toute notre culture repose sur notre capacité à s'adapter. Si on avait des règles trop strictes et rigides, et qu'on essayait encore de vivre et de gagner notre vie comme au XVIIIe siècle, ce serait impossible. On ne serait pas compétitif dans nos différents domaines d'activité. Selon moi, si notre culture parvient à survivre, c'est parce qu'on a su s'adapter. À l'économie et aux pressions sociales. On a réussi à adopter juste ce qu'il fallait de technologie pour s'en sortir, en conservant un bon équilibre entre les affaires et nos valeurs familiales. Les 4 nouvelles roues de sa calèche sont prêtes. Chester n'a plus qu'à régler la facture de 1600 $. Il habite avec sa famille dans une petite ferme située à 2 km de l'atelier d'Al Yoder. Sa femme Martha et lui ont 7 enfants. Ils vivent selon l'ancien ordre Amish. Peu d'appareils électriques, du courant fourni par des batteries et des générateurs, des machines à laver d'un autre temps, et du chauffage au bois qu'ils alimentent avec le bois de leur propre forêt. Même pendant le Covid et toute la crise que la pandémie a générée dans le monde entier, on a pu conserver un mode de vie qui favorise la paix intérieure. Je ne pense pas que ce soit possible si on est connecté 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 aux réseaux sociaux et au monde extérieur. Les entreprises aussi fonctionnent toutes sur la base de la communication instantanée.
Et c'est super pour les affaires. Ça, c'est vrai. Mais je suis bien content de pouvoir m'y soustraire, histoire de rester sain d'esprit. Tôt le matin, Chester se fait conduire sur le site de son entreprise de construction par son chauffeur. C'est à plus de 30 km, trop loin pour y aller en buggy. Le fait qu'ils aient le droit d'utiliser les techniques modernes dans leurs bureaux et ateliers ne lui paraît pas contradictoire avec les valeurs amish qu'ils respectent dans leur vie privée. Il n'y voit pas la moindre hypocrisie. On a le droit à ces instruments dans le cadre du travail, pour autant qu'on n'en ait pas chez soi. Si on veut réussir dans nos affaires et nourrir nos familles, on n'a pas le choix. On ne pourrait pas faire face à la concurrence si on essayait de construire des maisons avec des scies à main, des marteaux et des clous. On ne décrocherait aucun contrat, ça prendrait trop de temps. Et d'ailleurs, personne ne pourrait nous contacter. Avant, Chester travaillait comme charpentier et comme maçon. Selon une étude réalisée par l'Elizabethtown College de Pennsylvanie, plus de 80% des entreprises amish ont de très bons résultats. Je n'ai pas fait d'études supérieures, je n'ai même pas été au lycée. Ce que je sais, je l'ai appris sur le terrain de mes maîtres et autres professeurs. Je crois que notre succès vient de notre éthique de travail. On commence petit, on offre nos services, on travaille avec nos mains. Il y a toujours une demande pour ça. C'est ce qui explique que même avec seulement 8 ans d'école derrière lui, un amish peut réussir dans les affaires. Chester a plusieurs projets sur le feu dans les environs de Middlefield, comme la construction de cette villa à 2 millions de dollars pour un homme d'affaires américain. Wayne, le fils de sa cousine, vient de finir l'école et de commencer à travailler pour lui, à tout juste 14 ans. Je fais du mortier et je suis chargée de m'assurer qu'on a toujours tout ce qu'il faut en stock. Parfois, je dois aussi retirer ce qui est en surplus. J'aime bien ce que je fais. Il est payé environ 15 $ de l'heure. C'est le salaire de départ. À mesure qu'on acquiert de l'expérience, on gagne plus. Le salaire horaire des plus hauts cadres de l'entreprise est d'à peu près 32 $ actuellement. Mais ça change constamment. Jusqu'à l'âge de 20 ans, les jeunes amish ne perçoivent qu'une petite partie de leur salaire. Le reste étant versé à leurs parents. Certains restent vivre chez eux après, mais à partir de là, ils paient pour le gîte et le couvert. Accidents et blessures font partie du quotidien des chantiers. Les Amish ont leur propre système pour pourvoir aux dépenses de santé, sachant qu'ils n'ont pas de médecin. Des collectes de fonds sont réalisées sous la forme d'événements caritatifs. C'est une vente aux enchères comme on en organise régulièrement au sein de notre communauté. Elles servent à rassembler de l'argent pour les frais médicaux. Les objets mis en vente proviennent de dons. Culturellement, on n'aime pas dépendre du gouvernement. On ne veut pas accepter d'aumône. On ne paie donc pas de cotisation à la sécurité sociale et on ne reçoit rien d'elle. On n'est affilié à aucun régime d'assurance maladie. On a notre propre système interne à la communauté. Des programmes financés par notre Église ou par les gens eux-mêmes sans but lucratif. Je paie moi-même environ 200 $ par mois et avec ça, toute ma famille est couverte à hauteur de 100 000 $ par an. Aujourd'hui, plus de 250 Amish se sont réunis pour participer à cette vente, dont le but est de réunir l'argent nécessaire pour venir en aide à un enfant de 10 ans.
Il doit subir une intervention chirurgicale qui coûte 50 000 $. Dans notre culture, on œuvre beaucoup pour le bien commun. On a un mot pour ça, Gelassenheit. Ça veut dire mettre de côté ses désirs individuels, égoïstes, pour faire ce qui est bien pour la communauté. Les hospitalisations et les rendez-vous chez les professionnels de santé sont financés par le fonds Amish et par ses ventes aux enchères. Celle-ci a été très fructueuse. L'argent récolté, 80 000 $, dépasse même largement le coût de l'opération pour laquelle elle a été organisée. Aucune autorité centrale ne dicte aux 154 paroisses Amish de l'Ohio ce qu'il convient ou non de faire. L'Église Amish n'a pas de chef comme le pape chez les catholiques, et chaque circonscription ecclésiastique gère la religion comme elle l'entend, l'évêque local décidant de l'interprétation à donner à l'ancien ordre et des éventuelles évolutions pouvant être tolérées. Leur langue, leur style vestimentaire, leur mode de transport, la façon dont ils vivent chez eux, entre eux, déconnectés du système public, indépendants du gouvernement pour leur propre sécurité, je crois que tout ça, ils le conserveront encore longtemps et qu'ils mèneront toujours cette vie dans 100 ans. Une fois par mois, les fondateurs du musée du comté de Geauga se retrouvent sur place. Chester en fait partie, mais c'est Tom Byler qui dirige l'équipe. Ministre du culte et homme d'affaires, il vient de Cochranton, non loin d'ici, en Pennsylvanie. Nous avons un musée où nous nous réunissons pour passer du bon temps. Apprendre des choses et essayer d'aider la communauté. Les jeunes se renseignent ici sur notre histoire, nos origines, allemandes et suisses. Nous voici à Cochranton, la ville de Tom. Il a quitté sa famille Amish à 18 ans pour servir l'armée américaine en tant que soldat. À 22 ans, après 2 ans passés en garnison sur la base de Ramstein en Allemagne, il est rentré, s'est fait baptiser et s'est marié. Aujourd'hui, il a 5 enfants et exerce le métier de brocanteur, en plus de son activité ecclésiastique qu'il pratique à titre gracieux. J'ai toujours été passionné par les vieilleries, depuis l'enfance. J'aime l'histoire et les objets anciens fabriqués à la main. Il y a tellement de petits trésors parmi tout ce qui se faisait artisanalement. C'est fou tout ce que les générations précédentes ont pu inventer sans l'aide de la technologie. Cette pièce est intéressante. Je l'ai trouvée au hasard de mes recherches. J'aime la verroterie ancienne. Je fais moi-même la collection d'objets en verre et j'ai trouvé cette petite statuette qui représente l'enfant Jésus avec Marie sur l'âne. Je l'ai placée ici et j'ai écrit « Regardez bien ce bébé. Si on est là, c'est grâce à lui. » C'est un peu comme un aide-mémoire. Jack Morton vient du Canada. La clientèle de Tom ne compte pas que des habitants du comté. J'apprécie l'honnêteté. Ici, je sais qu'il n'y a pas d'entourloupe, que je n'ai pas de souci à me faire. Voilà le genre d'objet qu'on collectionne. C'est très joli, parce que sous la lumière noire, ça luit. Chez Tom, on peut acheter les yeux fermés. Et quand je vais à des ventes aux enchères dans le coin, Tim m'accompagne souvent. J'aime bien l'emmener avec moi. À quelques mètres de son magasin d'objets anciens, Tom a récemment ouvert une boulangerie. On ne pratique pas beaucoup l'agriculture dans notre communauté parce que c'est un domaine d'activité qui a beaucoup changé. Ce n'est plus comme c'était. Et les Amish sont davantage tournés vers les affaires. Ils aiment avoir leur propre entreprise.
Un petit commerce familial qu'ils gèrent entre amis ou en famille. On travaille ensemble, en équipe. Voilà notre boulangerie, Linda's Bakery. J'aime son slogan. Comment pouvons-nous rendre votre journée plus douce? Hi, Mervyn. So this is it for cookies, yes. Okay. We had a lot more this morning, but I bet you did. Plusieurs membres de la famille donnent un coup de main aux cuisines. La clientèle américaine a un faible pour ces gâteaux moelleux à la crème. Tom, sa femme et leurs 5 enfants vivent des revenus de leurs 2 commerces. Le dimanche, les communautés Amish célèbrent une messe de 3 heures. Les Amish n'ayant pas d'église, cela se passe dans la ferme de l'un des membres ou dans des bâtiments très simples appelés meeting houses. Tom officie dans cette paroisse depuis 34 ans. Nous croyons à l'engagement total quand nous nous marions. Nous sommes défavorables au divorce. Les membres de notre Église ne peuvent pas divorcer. Pour nous, le mariage, c'est un homme et une femme qui s'unissent pour la vie, comme il est écrit dans la Bible. On attend des mariés qu'ils restent ensemble. Et de fait, il est assez rare parmi nous que des gens divorcent. Ça arrive, mais vraiment pas souvent. En moyenne, les familles Amish ont 6 enfants. Une bénédiction de Dieu. On peut arrêter d'avoir des enfants pour des raisons de santé. Certains problèmes médicaux justifient qu'on prenne cette décision. En revanche, l'avortement est proscrit. Ces mélodies, dont les paroles écrites en langue allemande sont issues du plus vieux livre de chants anabaptiste, continuent à être chantées en allemand. Les membres baptisés de la communauté qui décident de la quitter sont excommuniés. Ils peuvent rester en contact avec leurs proches, mais il leur est interdit de s'asseoir à leur table. À quelques 150 km de là, vivent Lloyd et Edna Miller avec leurs 6 enfants. Ils vivent de leurs 50 vaches à lait et des gains de leur ferme de 40 hectares. Ils ont recours à l'énergie solaire, un téléphone cellulaire local, ils roulent à vélo électrique et en quad. Edna possède toutes sortes d'appareils électroménagers, le tout sans déroger aux règles de leur communauté. Je dirais que la plupart des Amish ont un mixeur, quel qu'il soit. S'ils n'ont pas de prise électrique, ils l'alimentent avec une batterie qu'ils rattachent à l'arrière. Mais nous, on a l'électricité, alors on l'utilise. Edna, qui obéit elle aussi à l'ancien ordre Amish, voit les choses de façon pragmatique et aborde ouvertement des sujets tabous tels que la contraception et la sexualité. J'ai dû accoucher par césarienne pour mes 2 premiers enfants. Les 4 suivants sont nés par voie basse. Mais le médecin nous a dit que c'était risqué pour moi de continuer à avoir des enfants. Alors nous avons réfléchi et décidé qu'il valait mieux arrêter. À partir de là, nous avons pris des mesures pour éviter une nouvelle grossesse. Si la santé de la femme est en jeu, je ne pense pas que ce soit mal de faire ça. En revanche, le faire pour des raisons égoïstes, pour s'épargner du travail supplémentaire, je ne crois pas que ce soit bien. Si Edna embrasse pleinement les valeurs Amish, elle conserve un regard critique. Je n'essaie de faire croire à personne que les Amish sont un peuple pieux et irréprochable. C'est faux. Il se passe aussi des choses affreuses parmi les Amish. Et c'est très triste. Quand les gens ne communient pas avec Dieu, ils peuvent commettre des actes terribles.
Il y a des pères amish qui abusent sexuellement de leurs enfants. C'est triste. Si triste. C'est honteux. Pas plus qu'Edna, Lloyd Miller ne se prive de certains conforts modernes. Mais il se félicite des avantages du mode de vie amish. Quand le Covid est arrivé, il y a eu un grand mouvement de panique. Les gens ne savent même plus d'où vient leur nourriture de nos jours. Et ça pose de vrais problèmes, des problèmes vitaux. Nous, les Amish, nous ne sommes pas complètement indépendants. Nous achetons certaines choses, comme du fuel. Mais la plus grande partie de ce que nous consommons, nous le produisons nous-mêmes. Et nous pourrions survivre assez longtemps coupés du reste du monde. Nous avons la capacité de parvenir à l'autosuffisance, ensemble, en tout cas au sein du groupe. Nous sommes capables de vivre en autarcie, rien qu'en nous entraidant. Strictement pacifistes, les Amish refusent toute implication armée dans un quelconque conflit, fût-ce à la demande du président. Néanmoins, ils respectent par ailleurs la gouvernance politique du pays, la considérant comme déterminée par Dieu. Je n'ai jamais voté pour qui que ce soit. C'est un sujet un peu controversé parmi les Amish. Nous suivons l'enseignement de Jésus qui dit que celui qui prend l'épée pour se défendre sera tué par l'épée. Il dit aussi qu'il faut tendre l'autre joue. Bref, il nous incite à la non-résistance. Si je vote pour le président, qui est aussi le chef des armées, quand il donnera des ordres, j'en serai co-responsable. Cela étant, j'ai un profond respect pour l'autorité, pour le président et nos chefs de façon générale. S'ils sont là, c'est que Dieu l'a voulu, et je respecte cela. Ici aussi, on prie ensemble avant d'entamer le repas de midi. 2 des 6 enfants d'Edna et Lloyd vivent encore avec eux à la ferme, Julie et Jason. Edna part toujours faire ses courses à vélo électrique. C'est plus rapide et pratique qu'en buggy car il n'est nul besoin de harnacher un animal. La distance qui la sépare du supermarché le plus proche, près de 20 km aller-retour, au cœur d'un paysage vallonné, serait de toute façon excessive pour un cheval. Les Amish n'achètent généralement que ce qui ne pousse pas dans leur jardin ou leur champ. J'ai besoin de quelques ingrédients en grande quantité pour faire mon pain. De la farine, du sucre. Ces fruits et légumes semblent très appétissants, mais je n'ai pas besoin d'en acheter parce que j'en fais pousser dans mon jardin. C'est agréable de produire ses propres légumes. Ceux-là, on ne sait pas s'ils ont été traités à coups de produits chimiques. Chez moi, tout est bio et je sais d'où ça vient. C'est rassurant. Edna ne va au supermarché qu'une fois par semaine. La journée commence à 4h30 du matin chez les Miller. Ils ont 50 vaches à traire tous les jours. Leur lait et leur viande bio sont très demandés. Financièrement, ils ne sont pas à plaindre. Le prix du lait est élevé et les Miller vivent bien des gains de leur ferme. Julie, leur plus jeune fille, y travaille encore avec eux. Je sais ce que j'ai à faire. Alors, je peux m'organiser comme je veux et travailler dur un jour pour ne rien avoir à faire le lendemain. Leur scolarité derrière eux, les jeunes peuvent se libérer de la discipline Amish pour vivre leurs propres expériences. Je n'ai pas vraiment fait le Rumspringa. Je suis allée en Floride, mais je n'ai rien fait là-bas que je ne ferais pas ici.
Ce n'est pas comme si j'avais commis des choses interdites ou odieuses. Non loin de chez les Miller, un groupe de jeunes de 16 à 20 ans s'est donné rendez-vous pour une partie de basketball. Pendant le Rumspringa, ils ont le droit de commettre des actes d'habitude interdits. Fumer, boire de l'alcool ou encore conduire une voiture. On n'est plus soumis aux règles strictes de l'ordre pendant cette période. Nos parents nous grondent quand même. Ils veulent qu'on file droit, forcément. Mais nous, en tant qu'ados, on a tendance à s'écarter un peu du droit chemin. Le Rumspringa, c'est quand on est en âge de donner des rencarts à des filles ou à des garçons pour les filles. C'est quand on part de chez ses parents le week-end pour sortir avec les copains. En fait, c'est surtout l'occasion pour nous de sortir le week-end et de voir des filles pour se trouver une partenaire. On pourrait faire le Rumspringa toute sa vie si on voulait. Mais si on se fait baptiser, on devient membre de l'église. Et fini le Rumspringa. John, Bob et les autres ont déjà si bien intégré les valeurs amish qu'ils ne se laissent pas éblouir par toutes les nouveautés que le monde extérieur a à leur offrir. La décision qu'ils prendront à l'issue du Rumspringa sera définitive. Soit ils se soumettront aux règles de leur ordre, se feront baptiser et se marieront, soit ils choisiront d'épouser le monde moderne et quitteront la communauté amish à tout jamais. De façon générale, très peu de ceux, minoritaires, qui s'éloignent temporairement pour goûter à la vie moderne, ne reviennent pas. Chaque jour, nous avons besoin de Dieu auprès de nous pour nous guider. Nous dépendons totalement de notre foi. C'est grâce à elle que nous avançons. Si nous nous efforçons de suivre ses enseignements, il nous aidera à traverser les moments difficiles. C'est sûr. Nous cherchons toujours à améliorer l'avenir. Et plus nous inculquerons le respect à nos enfants, la discipline, l'obéissance, meilleur sera l'avenir des Amish. Si les frontières entre le monde Amish et le monde moderne ne sont plus aussi étanches qu'elles l'étaient jadis, la plupart des membres de cette communauté religieuse restent fidèles à sa vision conservatrice, simple et pacifiste du monde et de la vie.